Et on va parler ce matin, vous vouliez parler du PEA, victime de la hausse de la CSG. Mettez un point d'interrogation ou pas à ça quand vous dites ça, oui? Alors, vous êtes affirmatif je ne mets pas de point d'interrogation. Par contre, il ne faut pas en conclure pour autant que le PEA n'a plus aucun intérêt et qu'il faut arbitrer en faveur d'une autre enveloppe fiscale. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Hein. Investir en bourse, la bourse, vous aimez beaucoup sur BFM Business. Le revenu aussi, on aime beaucoup. C'est le placement le plus rentable sur le long terme. C'est un lieu commun, mais ils ne sont pas tous. Une idée reçue, mais elles ne sont pas toutes fausses. Par contre, gagner de l'argent en bourse, c'est bien. Éviter d'en donner la moitié, voire plus, à l'administration fiscale sous la forme de prélèvement, c'est encore mieux. Et comme on est en France, il y a tout investisseur en bourse doit se poser la question de la fiscalité, c'est-à-dire de la sortie. Lorsqu'il va vendre ses titres ou lorsqu'il va encaisser ses dividendes, quelle sera la fiscalité? Et en France, on a différentes enveloppes fiscales. C'est une complexité inouïe. Il y a plein de pays dans le monde où c'est très simple. Tout le monde investit à travers un compte titre ordinaire. Non, en France, on fait les choses c'est beaucoup plus compliqué. On a 36 000 enveloppes fiscales. C'est de l'assurance vie, compte titre ordinaire, en passant par plan d'épargne en action, le plan d'épargne retraite, le plan d'épargne entreprise, etc. Je vous en passe. La meilleure enveloppe fiscale, c'est ça qu'il faut retenir pour investir en bourse, ça demeure, même après la hausse de 1,4 point des prélèvements sociaux dont est victime le PEA, la meilleure enveloppe fiscale pour investir en bourse demeure le PEA. Et ça, je pense qu'il faut vraiment c'est vrai que l'assurance vie n'a pas été pénalisée, n'est pas concernée par cette hausse des prélèvements sociaux. C'est très bien d'avoir un contrat d'assurance vie, mais il faut aussi avoir un PEA pour plusieurs raisons, notamment des raisons fiscales. Alors, je rappelle juste que la SCSG, parce que c'est de ça qu'on parle notamment, est relevée à 10,6%, Christian. Voilà ce qui s'est passé à l'issue du vote du budget de la sécurité sociale. L'ensemble des prélèvements sociaux passe de 17,2 à 18,6. Exactement. Entièrement, vous avez raison de le préciser. Donc, pourquoi rester, je dirais, fidèle au plan d'épargne en action malgré cette hausse de la ponction fiscale? D'abord parce que le principal concurrent du PEA, c'est le compte titre ordinaire et les prélèvements sociaux ont également augmenté sur le compte titre ordinaire et donc le différentiel d'imposition reste en faveur du PEA. D'un côté, donc 18,6, de l'autre 31,4. Donc, il n'y a pas photo. Bon, ça, c'est sur les prélèvements après 5 ans de détention. Ensuite, il y a une autre différence fondamentale avec le compte titre ordinaire, c'est que à chaque fois que vous encaissez 1 euro de gain sur un compte titre ordinaire, vous passez par la case impôts et prélèvements sociaux. À chaque fois, 1 euro de dividende, ding, ding, ding. Les organismes sociaux prélèvent leur dû et la même chose pour l'administration fiscale. Alors que avec un PEA, vous pouvez arbitrer sans passer par la case impôt et vous ne passez par la case impôt qu'au moment où vous effectuez un retrait, c'est au moment où vous voulez profiter de vos gains. Et ça, c'est essentiel parce que il y a ce différentiel de taux d'imposition, mais la vraie différence, c'est que en fait, vous profitez de ce report d'imposition qui peut durer des décennies. Et pendant ces décennies, l'argent que vous devez aux organismes sociaux reste investi en bourse et continue à faire des petits qui tombent dans votre besace. En fait, vous ne choisissez pas. Avec le PEA, vous ne pouvez pas choisir le montant de votre imposition. Hein. Ça, c'est pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2018, c'est 18,6 pour tout le monde. Mais vous choisissez la date à laquelle vous les payez. Et c'est loin d'être négligeable. Sur le plan fiscal, il n'y a qu'un défaut du PEA, c'est qu'en cas de décès, en fait, les prélèvements sociaux sous-jacents sont dus, un peu compliqués, mais en fait, en gros, le compte titre ordinaire est plus intéressant. Et donc, c'est vrai que passé 70, 75 ans, on peut s'interroger sur l'opportunité en tout cas, il faut s'interroger sur l'opportunité de fermer son PEA et de transférer et d'investir en bourse via un compte titre ordinaire. Voilà. Mais en tout cas, oui, effectivement, le PEA est une victime de la hausse des prélèvements sociaux. Non, il faut conserver son PEA. On rappelle, il y a 7,3. Fin 2024, on comptait 7,3 millions de détenteurs de PEA en France. Voilà, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Qui a dit que les Français délaissaient la bourse? Tous, alors les Français ne se sont jamais autant intéressés à la bourse qu'aujourd'hui, notamment les plus jeunes. Ils sont des millions, d'après les statistiques de l'AMF, à être venus, plus d'1,5 million, à être venus à la bourse au moment du Covid. Et ils restent encore investis sur les marchés financiers, notamment grâce à de nouvelles offres donc, proposées par des brokers français puis des e-brokers étrangers. Je pense que
il faut, si vous me permettez, de faire un petit zoom sur quelques idées reçues. On pense, beaucoup de Français n'ont pas de PEA, il y en a encore plus qui ont des comptes titres que de PEA, parce qu'ils ont peur que leur argent soit bloqué. C'est faux, leur argent reste disponible. Simplement, si vous récupérez votre argent avant 5 ans de détention, vous payez les 31,4% de prélèvements et pas uniquement les prélèvements sociaux. Ça, c'est la première idée reçue. La deuxième idée reçue, c'est qu'on peut y investir qu'en actions européennes. Alors déjà, les actions européennes, c'est quand même un vaste champ et déjà des milliers de supports d'investissement possibles, titres en direct, ETF, fonds d'investissement. Vous savez déjà de quoi faire. Mais ensuite, après ça, il y a même des techniques un peu sophistiquées de swap de performance qui fait que vous pouvez quand même investir, vous exposer en tout cas au marché émergent et au marché américain, voire au marché asiatique depuis votre PEA. Et ensuite, dernier argument, on dit le PEA, c'est les versements sont plafonnés. Oui, enfin, ils sont quand même plafonnés à 150 000 euros par contribuable. Donc c'est pour un couple avec monsieur et madame ou donc deux conjoints, ça fait quand même 2 fois 150 000. Si vous ajoutez un PEA PME, c'est en fait 2 fois 225 000. Et attention, c'est le montant des versements. Il y a des PEA qui dépassent largement 500 000 euros. Il y a des PEA qui dépassent même 1 million d'euros. Donc, c'est vraiment un super outil. J'aurais tendance à dire, intéressez-vous à la fiscalité de vos placements, parce que, et deux, ne laissez pas tomber le PEA. Est-ce que c'est pas l'occasion de regarder un petit ces changements de fiscalité, de regarder un petit peu les frais, éventuellement de transférer son PEA vers un établissement moins cher? Est-ce que ça se regarde dans les temps? C'est toujours effectivement l'occasion sur la performance des placements à long terme. Les frais, c'est un élément clé. Ouais. Et donc, de s'interroger, de profiter de cet actu fiscal pour s'interroger sur les frais de courtage. Oui, si vous payez plus de 0,1 ou 0,2% sur chaque transaction, oui, bien sûr, il ne faut pas hésiter à changer d'établissement, il faut regarder. Si vous payez des droits de garde, oui, tous les établissements qui sont uniquement en ligne vous ne payez pas de droits de garde. Et donc, ça sont des points, bien sûr, la performance, les frais, c'est l'un des éléments clés de la performance à long terme. Donc oui, mettez à plat votre PEA, conservez-le bien précieusement, mais vous pouvez effectivement vous intéresser, voire le transférer dans un établissement qui est plus compétitif, avec une plateforme aussi de passage d'ordre, je dirais, plus fluide et plus moderne, et ça avec des tarifs très, très compétitifs. Lorsqu'on dit, vous savez, 0,4, il y a beaucoup de Français qui payent 0,4, 0,5% de frais de transaction. Et ils disent 0,4, 0,5, c'est rien. Sauf que si vous faites un arbitrage, vous vendez votre titre et ensuite vous rachetez sur une autre ligne, donc vous ne payez pas 0,4. Vous payez 0,4 à la vente et vous payez 0,4 à l'achat. Ça fait 0,8. 0,8, ça commence à faire. 0,8, ça fait quoi? Ça fait 10% de la performance à long terme des actions sur le long terme. Donc en 2 opérations, vendu-acheté, vous allez manger 10% potentiellement de votre performance annuelle. C'est énorme, 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 énorme. Donc les frais, vous pouvez très bien payer sur les transactions que vous réalisez, les achats et la vente au sein d'un PEA, autour de 0,1, 0,15, 0,2, voire même dans un certain nombre de cas beaucoup moins. Oui, il faut s'intéresser aux frais de transaction. Oui, il faut s'intéresser aux droits de garde et autres frais de gestion sur votre PEA. C'est l'occasion de se repencher sur la question. Voilà pour notre PEA. Merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous aujourd'hui. Christian Fontaine, directeur de la rédaction du magazine Le Revenu, qu'on retrouve bien sûr très vite sur BFM. Merci beaucoup Christian. Merci à très beaucoup. vite avec Merci plaisir à vous. sur BFM Business. Il est 11h40.